Cette semaine, à la médiathèque, je reçois l'auteure Marie-Claude Élie Morin et le Club de lecture vous présente Affaires privées, le tout en compagnie de nos fidèles chroniqueurs. Bonne émission! Marie-Claude Élie Morin est journaliste indépendante, documentariste, scénariste, recherchiste. On peut également l'entendre dans de nombreux reportages à la radio et elle nous présente aujourd'hui son livre « La dictature du bonheur ». Bonjour Marie-Claude, bienvenue à notre émission. Merci. Le choix du titre peut être surprenant. Pourquoi la dictature? Dites-moi. Oui, c'est sûr que ça paraît un peu extrême, finalement, mais ça vient d'une observation personnelle. J'ai commencé à constater que le bonheur était devenu un culte, qu'on voyait ça partout. On rentrait dans une librairie, puis il y avait des étalages immenses de livres qui nous promettaient la recette du bonheur, les 7 trucs faciles pour atteindre une vie heureuse. C'était dans les journaux, c'était à la télé, c'était rentré dans la culture populaire et tout ça. Et ça m'apparaissait comme une pensée unique et d'où l'idée d'une dictature en quelque part, où est-ce que c'est une pensée unique qui s'installe, qu'on ne peut pas contredire ou qu'on peut pas critiquer. Sur Facebook, Instagram, on affiche des vacances parfaites, le repas parfait, la vie parfaite, alors que des fois, dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tout à fait. Bien, en fait, je pense que les médias sociaux sont venus vraiment amplifier le phénomène de cette espèce de culte du positivisme à tout prix, parce que, évidemment, on choisit les photos, on choisit les choses qu'on partage sur les réseaux sociaux, et donc on partage essentiellement les belles et les bonnes choses, ce qui peut donner l'illusion que nos vies, ou en tout cas que la vie des autres, quand on parcourt le fil Facebook de nos connaissances, qu'il ne se passe que de belles choses dans leur vie. Et quand on compare nos vies aux leurs, bien évidemment, on ne fait pas le poids. C'est comme la comparaison n'est pas à notre avantage. Les psychologues appellent ça l'effet de comparaison sociale. C'est intéressant parce que, justement, sur les réseaux sociaux, les gens avec qui on est amis sont souvent issus du même bassin socio-économique que nous. Donc, ils ont à peu près le même niveau de revenus, même niveau d'éducation et tout ça. Alors, c'est facile de se comparer puis d'avoir l'impression que nos vies sont moins le fun, moins heureuses que les leurs. Mais on sait aussi que, justement, on choisit que les belles choses à montrer. Et vous trouvez que c'est tabou aujourd'hui, donc, de parler de ce qui ne va pas ou de parler des choses qui sont moins réussies, alors que ça fait quand même partie de notre vécu? Quand mon livre est sorti en 2015, j'étais comme une des premières à lancer le pavé dans la mare, si on veut. Je pense que là, on commence à en parler un petit peu plus de cette fausse perfection et de ce faux bonheur qu'on est tout le temps en train d'étaler partout. Et il y a un mouvement, j'ai l'impression, vers un peu plus d'authenticité, où est-ce que les gens vont accepter de dévoiler plus leur vulnérabilité, leur fragilité. Mais c'est vrai que ça demeure encore très tabou. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue à l'heure du thé. En dégustation aujourd'hui, nous avons 2 thés. Le premier, qui est un thé blanc chinois, le Baiyao Yinzhen, une petite infusion toute délicate qui chatouille la langue, ou un thé aromatisé, le thé des écrivains, qui est un mélange de thé aromatisé qu'on fait nous-mêmes ici. Bien nommé pour Oui, l'émission, tout à fait. c'est ça. Quel serait votre choix pour aujourd'hui? Moi, j'allais avec le thé blanc, s'il vous plaît. Excellent choix. Et pour vous? Je vais choisir la même chose. Vous accompagnez. Excellent. Je vous prépare ça et je reviens. Merci. Marie-Claude, vous dénoncez ces gourous et coachs de vie qui font la promotion de la pensée positive à tout prix. Pourquoi? Bien, en fait, c'est parce que c'est vraiment devenu une industrie. Il y a juste aux États-Unis, la vente d'ouvrages de self-help, de croissance personnelle, c'est 11 milliards de dollars US par année. 11 milliards. Oui, puis si on rajoute à ça tout ce qui est conférences, CD d'automotivation, etc., c'est un autre 11 milliards. Donc, c'est une industrie vraiment gigantesque et... en tant que journaliste, ça m'intriguait de voir à quel point il y avait des gens qui se faisaient des gros sous avec ça. Ces motivateurs-là, ces conférenciers, il y en a des très connus comme Tony Robbins aux États-Unis, par exemple.
comment dire, ils ont bâti leur fortune sur un peu la fragilité des gens, hein, parce que les gens qui vont les voir, qui payent des milliers de dollars pour assister à des conférences d'un week-end, par exemple, ou qui achètent des CD de motivation, ou qui s'inscrivent à des formations de plusieurs semaines et tout ça, c'est pas des gens dont la vie va bien, hein. C'est souvent des gens qui sont dans un moment fragile de leur vie, qui sont en quête de sens ou vulnérables, exactement. Alors oui, ça me fatigue un peu et je pense qu'il faudrait être un petit peu plus lucide et aiguiser notre esprit critique face à ces personnes-là. C'est aussi à un certain point un récit personnel parce que vous allez dans quelque chose qui vous a beaucoup touché lors d'une période plus sombre dans votre vie. Tout à fait. Mais en fait, le livre m'a été inspiré en grande partie par ma relation avec mon père, parce que mon père était lui-même coach et conférencier en entreprise, puis c'était un grand adepte de la pensée positive. Et puis moi, j'ai toujours été plus sceptique par rapport à ça. Lui avait fait un premier cancer dans les années 80, puis il était convaincu qu'il s'était guéri par la méditation, la pensée positive et tout ça, puis ça avait comment dire, coloré tout le reste de sa vie et sa philosophie. Et moi, je trouvais ça très difficile dans ma relation avec lui parce qu'il n'y avait jamais de place pour la fragilité, pour la vulnérabilité, parce qu'à chaque fois que, par exemple, je lui disais tel truc qui va pas bien ou je me sens pas à la hauteur dans telle situation ou quoi que ce soit, tu sais, c'était toujours comme, faut que tu sois forte, faut que tu sois positive, puis ça va bien aller, puis tu sais, il y avait... Moins une écoute qu'une solution immédiate. Pas beaucoup d'empathie, en fait, malgré le fait que j'ai compris à la fin, parce que mon père est décédé à la fin de 2012, puis je l'ai accompagné jusque dans ses derniers moments. Puis j'ai bien compris à travers ce qu'on a vécu dans les derniers moments qu'il m'aimait profondément aussi, puis que pour lui, cette pensée positive-là aussi, c'était comme une sorte d'armure, puis qu'il s'était construit ça de manière à survivre à des épreuves comme la maladie. Mais ça a été une leçon, tu sais, de me rendre compte que finalement, c'est dans ces derniers moments-là où est-ce qu'il a accepté d'être vulnérable devant moi qu'on a enfin pu se rapprocher, tu sais. Alors, on n'était plus du tout dans la pensée positive, justement, puis le fait d'être fort, puis de montrer toujours le sourire, puis voilà. Est-ce qu'il y aurait un autre livre en préparation? Bien, en fait, c'est drôle que vous me posiez la question parce que depuis 20 ans, je suis journaliste puis je suis vraiment dans les faits, l'objectivité et la rationalité. Mais depuis quelques mois, j'ai commencé l'écriture d'un roman. Alors là, c'est comme un tout nouveau terrain de jeu puis c'est super plaisant. Puis j'espère terminer le manuscrit cette année. Là. Trop tôt pour vous demander de quoi ça parle? Bien, en fait, ça parle de maternité. C'est inspiré, entre autres, de l'histoire de ma mère qui a été adoptée dans les années 40. Donc, il y a un volet historique à ça, sur comment la maternité au Québec a évolué au fil des générations. Bien, on a très hâte de vous lire à nouveau. Merci beaucoup de votre présence, Marie-Claude. Merci. Vos thés sont prêts, mesdames. C'est joli. J'avais oublié de vous présenter le petit côté sucré. Donc, vous avez un biscuit d'Athénois. On a 5 ou 6 biscuits qu'on fait toujours, qui sont toujours très appréciés. Et également... Ça sent bon quand on rentre ici. Et voilà, et voilà. Trop conscients du regard et du jugement des autres sur nos vies virtuelles, nous devenons des experts de la création d'images et de la mise en scène. Des retouches améliorent nos photos et nos vies sont également affichées avec un filtre avantageux. Un extraterrestre qui parcourrait Facebook aurait l'impression que l'expérience humaine se résume à fêter, à voyager, à photographier son assiette au restaurant et à regarder des vidéos d'animaux. Bref, le bonheur semble être un nouveau diktat, au même titre que la minceur et la performance. Sans nier que nos réussites dans la vie sont tributaires d'un certain volontarisme, je suis sceptique face aux recettes magiques proposées par des livres comme Le Secret et la nouvelle industrie des coachs de vie, gourous et charlatans en tout genre. De plus, à force de se faire dire que nous sommes les seuls artisans de notre propre bonheur, beaucoup en viennent à se blâmer de ne pas être assez heureux, ou encore à culpabiliser parce qu'ils n'arrivent pas à penser positif quand ils traversent des épreuves de vie normales et inévitables, séparation, deuil, maladie, échec professionnel et autres. Il y a bien peu de place dans notre existence sociale pour la vulnérabilité et l'imperfection. À Fenêtre sur la cause, nous retrouvons aujourd'hui Lucille Denis, qui va nous parler de
De quoi, Lucille? Comment augmenter le vocabulaire de son enfant? Alors, dès le plus jeune âge, on peut déjà travailler pour augmenter le vocabulaire. Alors, on va y aller d'abord avec des abécédaires. Ici, c'est un abécédaire A comme baleine, parce que, si je prends un exemple de ici, on voit la lettre, puis après ça, on peut faire l'énoncé, les dessins. Et puis ici, dans cet album-là, il faut trouver l'intrus. Déjà là, il y a un apprentissage qui se retrouve d'ailleurs à la page d'après si on n'est pas sûr. Petite astuce. Donc, avec les abécédaires, on peut travailler le vocabulaire, le lexique, et puis faire des liens. Ah, toi, mettons, est-ce que tu as des jonquilles dans ton jardin? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Fait que poser des questions. Ça va stimuler le langage. Toujours de façon très ludique. Toujours, toujours. Après ça, vous avez les albums sans texte. Celui-ci est une pure merveille. C'est des enfants qui vont dans un parc et dessinent un dinosaure. Mais il se passe quelque chose, je vous laisse deviner quoi. Fait que les illustrations sont magnifiques, hyper réalistes. Oui. Puis on peut faire un lien avec l'enfant. Toi, quand tu vas au parc, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, on peut travailler autour du thème du parc et faire des énonciations au niveau du vocabulaire en lien avec le parc. Quand on a un livre qu'on aime beaucoup, on peut le répéter. On peut le lire 3 fois, 5 fois. Ça va beaucoup aussi aider au niveau du vocabulaire, faire des liens avec sa vie, pour que ça reste authentique et vraiment significatif pour l'enfant. Ils aiment ça, ce qui est répétitif. Oui, vraiment. Puis ce livre-là est très drôle. Nous sommes dans un livre. C'est 2 personnages qui se retrouvent dans un livre. Puis là, ils font des farces avec le lecteur. Fait que tout ce qui est au niveau du vocabulaire du livre aussi, c'est super intéressant, vraiment. Au niveau des livres, on peut faire apprentissage avec les livres, mais on peut aussi faire un apprentissage avec les jeux. Et notamment, les éditions Placote sont vraiment ciblées pour la stimulation du langage. Puis moi, j'utilise ce jeu-là qui va sauver la princesse avec mes élèves de maternelle et première année. Donc, 5-6 ans. Exactement. Puis là, c'est un jeu collaboratif. Puis il y a une personne qui pose des questions, puis ils doivent répondre avec le bon mot. Fait que là aussi, il faut savoir quel est le mot utilisé. C'est vraiment intéressant, ça dure comme 10-15 minutes. Puis les enfants, ils adorent, ils se disent « Ah, moi, je veux être la princesse. Ah non, c'est le dragon qui va gagner. » Et puis là, moi, je pose des questions, fait que ça leur fait travailler du vocabulaire usuel de la vie de tous les jours. Alors, sans en avoir l'air, en jouant, on continue la découverte et Exactement. l'exploration de nouveaux termes de vocabulaire. Oui, et puis on peut faire répéter encore là, donc on facilite la mémorisation. Puis pour finir, ça serait les petits jeux comme Batamo aussi. Ça, c'est pour travailler la catégorisation. Donc, exemple, toutes les capitales, tous les animaux, etc. Fait que ça aide aussi au niveau de la mémorisation du vocabulaire, en répétant toujours. Donc, encore une fois, apprendre, mais en s'amusant tout le temps. Oui, ça, j'aime beaucoup ça. Merci beaucoup. Merci, José. Bonjour, monsieur. Bonjour! Qui êtes-vous? J'ai en train de te demander qu'est-ce que je fais avec ça. Ah, c'est Jean-Marc! Ben oui, ben oui, c'est sûr que c'est moi. OK. Ben oui, j'ai décidé de mettre mon plus beau chapeau. Pour l'occasion, évidemment. C'est réussi. Oui, ben merci beaucoup. C'est un chapeau... Je vais te dire quelque chose, il n'y a pas un chapeau qui me fait habituellement. Alors là, j'en ai trouvé un. On va essayer de voir s'il va me tenir sur la tête durant toute la présentation. Mais là, je ne suis pas certain encore. En fait, j'ai posé ce chapeau-là sur ma tête parce que je ne pouvais pas me le mettre sur les pieds. Non, c'est pas vrai. C'est tout simplement parce que le livre que j'ai envie de te présenter aujourd'hui s'appelle « Un petit tourbillon de colère ». Écrit par Charlotte Demany et Barbara Brun. C'est l'histoire d'une sœur et d'un frère. Je ne sais pas si tu es habitué avec ça. Est-ce que tu as eu des frères? Oh, 3. C'est vrai? Les C'est chanceux. vrai? Et vous n'êtes jamais chicanés ensemble? Jamais, jamais, jamais mon nez à l'ange. C'est vrai? Ah, OK. Est-ce que tu avais un bon caractère avec tes frères? Ou... Je pense que oui, en général. C'est vrai? Il faudrait le demander à eux. Oh! OK, d'accord, mais ils sont pas là. Mais dans cette histoire, évidemment, la sœur, elle n'aime pas du tout son frère. Oh. En fait, elle a quelque chose de particulier. Elle a un sourire qui pourrait faire fondre tout le monde. Le seul problème, c'est qu'il ne se présente pas souvent. C'est comme si elle n'avait jamais rien pour pouvoir... aucune raison pour pouvoir sourire. Et d'autant plus que son frère est toujours là, partout où elle va. Et elle n'aime pas ça. Alors, je vais te mettre dans cette histoire tout de suite. Lucia est une petite fille très capricieuse. Elle était jolie comme le jour et ses rares sourires illuminaient toute la maison.
Seulement, voilà, Lucia était toujours de très mauvaise humeur. Et n'étant jamais contente de rien, elle n'était aimable avec personne. Nul n'aurait pu dire d'où venait toute cette colère, car Lucia était née comme ça. C'est pourquoi plus personne ne s'étonnait de voir cette curieuse petite fille hurler et crier jusqu'à en devenir rouge, cramoisie. Quand les choses n'allaient pas comme elle le souhaitait, et cela arrivait très souvent, Lucia tapait violemment des pieds et tournait sur elle-même, tel un petit tourbillon de colère. Ah, c'est de là que ça vient. Ah oui, ce livre-là, je l'ai adoré tout simplement parce qu'il vient, bien sûr, défaire un peu cette façon d'agir par l'arrivée de la grand-mère. La grand-mère va faire en sorte qu'il y ait des choses magiques qui vont se passer. Je t'en dis pas plus. Je te laisse découvrir un petit tourbillon de colère. J'ai hâte de le finir. Merci. Merci à toi. Alors moi, j'ai choisi de vous parler de Comme un roman de Daniel Pénac. Il y a longtemps, j'ai toujours su que je voulais m'en aller en enseignement, mais quand je suis allée m'inscrire au bac en enseignement pour le français au secondaire, j'ai lu ce livre-là qui a été pour moi vraiment une inspiration. Bien évidemment que dans son livre, Daniel nous parle de l'importance primordiale des parents, comme quoi tous les enfants, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils ont une soif d'apprendre à lire, et à nous, les acteurs de l'école, bien, on a à nourrir cette passion-là. Alors, c'est ce que je souhaite communiquer à nos élèves, et je trouve que c'est un très beau message qu'on a à travers ces livres-là. Et bien naturellement, au niveau des droits liés au lecteur, bien, c'est là que ça nous montre aussi qu'on est là pour démocratiser la lecture et faire en sorte de donner le goût de lire à tous nos enfants. On retrouve Charles pour sa chronique État des lieux. Bonjour Charles. Bonjour, José. Dis-moi, on se guide souvent sur une critique pour choisir un livre. Toi, en tant qu'auteur, t'en penses quoi? Bien, c'est sûr que, comme tout artiste, la relation à la critique n'est pas toujours facile, mais je pense que, comme tous les auteurs du Québec vont le dire, le principal problème de la critique au Québec, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. En fait, c'est que l'espace médiatique offert à la critique de livres est très, 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 très restreint. Et en plus, bien, souvent, les journalistes veulent évidemment critiquer la littérature québécoise, mais veulent aussi aller voir ce qui se fait à l'international, ce qui, pour nous, les auteurs, nous enlève encore plus de place. Mais en plus, il y a comme un double problème. Donc ça, c'est un premier problème, l'espace qu'on donne. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'on critique vraiment un type de livre en particulier au Québec. Qu'est-ce que tu veux dire, un type de Bien, livre? c'est pas moi qui le dis, heureusement. C'est un auteur, David Doré, qui a écrit un livre dernièrement, un essai qui s'appelle « Que peut la critique littéraire ?» Puis, il décrit assez bien le phénomène. Il appelle ça, lui, la critique de proximité. Donc, le livre qui va attirer l'œil du critique, c'est un livre qui va être réaliste, qui va susciter des émotions franches, qui va avoir une thématique forte et qui va aussi être porté par un vent d'optimisme. Donc, ça finira pas mal, il va y avoir une note d'espoir à la fin. Puis, en voyant ça, bien, c'est quand même des livres qu'on voit souvent. C'est vrai que le réalisme est très important. Moi qui suis un auteur de l'imaginaire, je le remarque. Moi, ce qui me fait peur un petit peu là-dedans, c'est que déjà qu'on a un espace limité, si on limite encore plus l'éventail de la critique, je trouve qu'on laisse en plan certains lecteurs. Non, il y a un manque d'ouverture. Bien, je ne sais pas si c'est un manque d'ouverture. Moi, je pense que évidemment, le critique, quand il y a peu d'espace, va essayer de prendre le livre qui lui plaît peut-être plus, ou un auteur qui a plus confiance pour ne pas avoir à lire plusieurs critiques. Mais ce que je pense, moi, c'est que ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait des lecteurs potentiels, peut-être des gens qui lisent un peu moins, mais qui pourraient lire plus, mais qui n'entendent jamais parler des livres qui pourraient les intéresser en tant que tels. Puis ça, bien, si ça arrive, c'est qu'on perd des lecteurs. On ne suscite pas l'intérêt de la lecture chez certains lecteurs potentiels qui peuvent en venir à dire que la littérature, c'est plate. C'est pas intéressant parce qu'on ne leur présente pas une variété de...
De lecture. C'est ça, ou des choses qui pourraient les intéresser. Puis si une fois que quelqu'un s'est dit que la littérature, c'est plate, bien là, tout le monde a perdu. L'auteur, les éditeurs, mais aussi les critiques. Moi, quand je choisis un livre, des fois, une critique négative, ça va me porter à l'acheter Ah ou bon, à aller le lire. Mais Donc, on va s'en reparler de ça. Absolument. Merci, Charles. De retour au club de lecture avec mes fidèles amies lectrices Carole, Simone, Bonjour. Diane et Ivana. Bonjour. 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 Bonjour à vous. Et aujourd'hui, c'est au tour de Carole de nous présenter le livre qu'elle a choisi. Je viens vous parler de Affaires privées de Marie Laberge. C'est le 3e roman policier de Marie Laberge. On retrouve naturellement ses personnages fétiches, qui est Rémi Brisson, qui est le chef des crimes non classés, Vicky, qui est son enquêteur québécois, ainsi que Patrice, qui est l'ami d'enquête de Vicky, mais section française. J'ai aimé ce livre. C'est un roman où on embarque assez rapidement et on s'attache à ces personnages. Oui, je sais que pour certains... je regarde Dia, mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire. C'est pour des raisons personnelles. Brisson, qui est le chef, demande à Vicky d'enquêter sur la mort d'Ariel, qui est une jeune fille de 15 ans et qui est classée comme suicide, mais dont la mère, elle n'accepte pas du tout, et elle est certaine que ce n'est pas un suicide. Et plus on avance dans le livre, plus on découvre des facettes cachées des différents personnages. Puis oui, on aborde le suicide avec tous ces ravages que ça peut faire collatéraux, autant pour soi-même que pour son entourage. Puis c'est un questionnement tout au long de la lecture. Moi, j'ai trouvé au départ, là, je Oui. l'ai lu, là, j'ai embarqué. Tu as raison quand tu dis c'est soutenu. Là, au début, là, je trouvais que c'était un page-turner Oui. qu'on appelle. Là, puis je voulais savoir. Puis c'était des personnages qui m'intriguaient. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la petite fille, finalement, c'est un suicide? Puis ils nous mettent le doute, puis on cherche. Tu sais, on cherche avec Oui, Vicky. exactement. Puis tout ça. Mais ça s'est essoufflé, mon affaire. Oui, ça s'est essoufflé. Je crois que t'es pas la Je sais seule. Ah bon, Tu n'es OK. pas la seule. Ouais, Parce que le dernier, plus j'avançais dans le livre, oui, je retenais ma lecture pour être capable de le savourer. Puis à la fin, à un moment donné, je me suis dit, ça s'est tiré en longueur. Surtout le dernier chapitre. On dirait qu'elle veut tellement nous mettre sur la piste, Marie Laberge. Pourtant, moi, j'ai adoré ses autres romans. Puis je suis une mordue de romans policiers. Moi aussi. Mais à un moment donné, vers la fin, elle fait dire à Vicky, on l'entend réfléchir. Puis là, je me dis, est-ce que l'auteur avait à ce point besoin de nous souligner que son personnage se questionnait là-dessus? Puis aussi le fait qu'elle campe l'histoire chez des ados. Hein? Elle parle d'ados. Bon, l'univers dans un collège ou un Oui, c'est une école privée qui C'est est ça. supposée être Puis- haut de gamme. Oui, là. exactement. Mais elle fait parler les ados. Ça, faire parler les ados, il faut être habile, hein? Faut les connaître. Puis je sais pas Tout à si Marie fait. Laberge est tombée exactement sur le ton aussi. Le Hein? fait qu'il y a le fameux enquêteur français là, qui arrive avec ses termes français. Ça, je sais que Marie Laberge a vraiment voulu refléter les termes français là, qu'ils peuvent utiliser. Sauf que j'en ai tellement trouvé qu'à un moment donné, je perds le fil parce que qu'est-ce qu'il veut dire par là, là? Ça la fout mal, ça la fout mal. Tu sais, tu cherches, tu vas... Veux pas, si tu veux suivre là, la raison de dire ça, de son phrasé, tu vas voir. Moi, j'ai été interrompue par ça et par son langage du fameux C'est ça, Québec, là. Il est. Si on veut vraiment parler québécois, c'est y est. Ça coulait pas. Tu sais, c'est la subtilité là, ou l'habilité à aller comprendre son personnage, vraiment d'aller chercher comment il parlerait, ce personnage-là. Il y a quelque chose, hein? On a tout arrêté, ou en tout cas... Ah, moi, j'ai accroché. Je n'ai pas accroché à ce langage. Je n'ai Non, pas ça ne t'a accroché pas à ça. arrêté? Non, j'étais dans l'action. Toi, Carole, est-ce que tu aimes la lecture ou l'écriture de Marie Laberge autant dans ses romans, ses premiers romans comme Adélaïde, et où, si tu aimes autant, ou Sincèrement, qu'est-ce que tu préfères? toi? Sincèrement, je préfère les romans d'époque que Marie Laberge a fait, Adélaïde, Florent. ou d'autres, Oui, et les nouvelles, ainsi que les...
Revenir de loin qu'elle a écrit là, sur le coma, la femme qui sort du coma. Ça, oui. J'ai adoré son livre. Mais, c'est comme si j'étais passée à autre chose, à plus pointu dans une lecture de roman policier. Ça reste quand même un auteur de qualité. Ben oui, Ça reste oui. quand même, tu sais, ça se lit, il n'y a pas de problème, certaines longueurs, mais il reste que c'est un genre qu'on le sent, que peut-être qu'elle va gagner à apprivoiser, ou en tout cas, pas aussi fin que ce qu'elle avait écrit que nous, on connaît. Oui, absolument. Ça nous manque un peu. Ouais. Il faut dire que moi, les romans policiers, là, j'en ai lu beaucoup, puis on dirait que j'ai une dose, coche une est élevée, surdose. là. Oui, là, je suis plus capable. Là. Merci pour ce témoignage, pour ces commentaires, et on vous invite à vous faire votre propre opinion. La semaine prochaine, à l'émission, nous recevrons l'auteure Mélanie Fortin et le Club de lecture vous proposera le livre « Et au pire, on se mariera ». On vous y attend.